enquête qui a été faite par un cabinet conseil c'est Mercer, peu importe le cabinet, mais qui portait sur l'absentéisme et qui constate en 2022, en tout cas, une augmentation de l'absentéisme. Les chiffres qu'ils ont sortis sur c'est un panel évidemment d'entreprises, un sondage, sur plusieurs milliers d'entreprises, quand même différentes, de tailles différentes et de secteurs d'activité différents. En 2022, les conclusions de leur étude, c'est qu'il y a près d'un salarié sur deux, au moins un salarié sur deux, qui s'est absenté au moins une fois au cours de l'année. Alors, au moins une fois, c'est tout l'absentéisme confondu. On va traiter aujourd'hui de l'absentéisme, absence injustifiée, mais aussi des arrêts maladie. Les arrêts maladie, ils ne sont pas forcément déraisonnables. Les arrêts maladie, ils sont peut-être liés à une vraie pathologie, ils ne sont pas tous de complaisance, même si on va traiter un peu de ce sujet-là. Mais c'est l'absentéisme qui cause confondue. Donc, un salarié sur deux qui s'est absenté au moins une journée dans l'année, en 2022. Tout secteur confondu. Et ce qu'ils observent également, c'est que cette augmentation de l'absentéisme touche toutes les catégories sociales et toutes les tranches d'âge. C'est-à-dire que ça n'est plus seulement sociologiquement, il y avait des absences qui étaient le plus souvent le fait des seniors, c'était des absences de plus longue durée parce que c'était lié à des problématiques de santé. Et cette distinction entre les seniors et les plus jeunes n'existe quasiment plus, c'est-à-dire que les plus jeunes s'absentent autant, y compris pour des problématiques de santé. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure également, le taux d'absentéisme augmente chez les responsables et chez les cadres aussi. On était sur des taux, on est actuellement en 2021-2022 sur des taux nationaux, un taux d'absentéisme sur l'ensemble des travailleurs de l'ordre de 5% sur une année, alors qu'on était à 2,53% il y a ne serait-ce que 10 ans. Donc on a vraiment un absentéisme qui augmente d'année en année. Il n'y a pas que l'effet Covid, même si ça a probablement accéléré le phénomène. Mais il n'y a pas que l'effet Covid, il y a peut-être un effet, je ne sais pas, de rapport au travail, de génération, ou d'augmentation des pathologies. C'est ce qui est constaté, des pathologies mentales. Parce que jusqu'à il y a quelques années, la maladie professionnelle, enfin les maladies professionnelles les plus fréquentes statistiquement, c'était les fameux TMS, les troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire des maladies physiques, on va dire, alors l'épaule, le coude, le TMS. Et aujourd'hui, ces TMS ont pris la deuxième place, c'est-à-dire que le nombre de maladies, le nombre d'arrêts maladie, la première place du podium, ce sont les troubles mentaux, troubles, on va dire que la CPM qualifie de anxio-dépressif. Donc les gens qui ne vont pas bien, une dépression, le mal-être au travail, le stress, le burn-out, alors même si le sujet, le terme est utilisé un peu à travers, mais enfin voilà. Donc voilà la constatation, plus le fait que les moins de 30 ans deviennent, c'est eux qui ont la plus forte hausse, c'est pas forcément ceux qui sont les plus absents, mais c'est ceux qui ont la plus forte hausse sur les 10 dernières années, et l'augmentation du taux d'absentéisme de 32% entre 2017 et 2023. Donc voilà ce que sont les constatations. Et face à cette constatation, il y a aussi une réaction du pouvoir public qui est que des prescriptions qui sont données à la Caisse nationale d'assurance maladie peuvent monter et contrôler. Puisque l'absentéisme dont on parle, c'est à la fois les absences non justifiées et c'est aussi les absences à rien maladie. Donc les absences non justifiées, ça l'État et les pouvoirs publics ne peuvent rien faire dans les entreprises, par rapport à modifier la loi, et on va en parler sur la prévention des missions. Mais sur les arrêts maladie, il y a des instructions qui sont données auprès des caisses d'assurance maladie, ici à l'INSS, d'augmenter le volume. Alors, j'ai conçu cette conférence en 2 temps. Il y a la réaction à l'absentéisme, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut réagir à l'absentéisme, et puis c'est forcément un peu négatif, mais comme réaction, parce qu'on va parler de sanctions, licenciements, etc. Et puis contrôle des coûts. Ça portera sur la prévention, parce qu'il y a peut-être des moyens, peut-être d'essayer de se dire, est-ce qu'on éviter l'absentéisme, il n'y a pas des choses à mettre en place dans l'entreprise pour fidéliser, recruter différemment, et puis fidéliser un peu les collaborateurs pour
améliorer, on ne pourra jamais réduire un néant parce qu'il y aura toujours des gens qui n'ont pas envie de travailler, ou n'auront plus envie de travailler, ou n'auront envie de changer d'entreprise. Ça, c'est la vie normale de n'importe quelle entreprise. Et puis, c'est la vie encore plus normale dans l'hôtellerie et la restauration. Il y a toujours eu un turnover quand même assez important, ça c'est pas nouveau dans le secteur. Donc, je me suis dit que c'était intéressant aussi de chercher des pistes sur qu'est-ce que l'on peut faire pour limiter au moins son taux de sanction. Alors, en réaction et en sanction, il y a aussi celui des retards. Le retard en lui-même, c'est pas de la sanction à proprement parler, mais enfin, il y a aussi ça. Dans la fin, j'ai élargi, j'allais dire un peu la réflexion. Il y avait des absences éparses et puis la vente du poste. Alors, les absences éparses et les retards, la première réaction, c'est évidemment au quotidien, il y a le management du quotidien, c'est-à-dire essayer d'en parler, essayer de comprendre, voilà, ce qui se passe, faire des entretiens. Et puis, lorsque ça se reproduit, les deux réactions, on va dire, qui vont s'enchaîner dans le temps, ça va être les sanctions disciplinaires, et puis, éventuellement, le licenciement. Alors, sanctions disciplinaires, vous avez peut-être, selon vos structures, un règlement intérieur, ou pas, il n'y a pas d'obligation. Le règlement intérieur, aujourd'hui, ça n'est obligatoire qu'au-delà de 50 salariés. Donc, il n'y a pas d'obligation à avoir un, mais ça peut être un outil de management d'avoir un règlement intérieur. Et de rappeler que la présence au poste le matin à l'heure, c'est pour le bien-être de soi-même et de l'équipe aussi, parce que quand on a un absent ou quand on a quelqu'un qui est systématiquement en retard ou qui est vraiment en retard, c'est l'équipe qui subit, c'est les premiers impactés, c'est d'abord les collègues de travail, donc ça permet de responsabiliser aussi les personnes, parce que c'est pas que l'employeur qui est impacté, mais c'est déjà l'équipe de travail. Donc, dans le règlement intérieur, on peut rappeler ça, et puis on peut édicter toute une typologie de sanctions, les sanctions habituelles, que sont les observations écrites, des sanctions orales, les observations écrites, l'avertissement, de mal ou de si on estime que c'est une type de sanction, la mise à pied, ou mise à pied disciplinaire, ou si vous l'avez pratiqué, la mise à pied disciplinaire, ça consiste à interdire à un salarié de venir travailler pendant un jour, en fonction de son pouvoir au niveau intérieur, avec perte de la rémunération à la clé. Ça peut être un outil quand même relativement dissuasif, pour certains, pas pour tous, elles s'en fichent, mais voilà, bon, et bon, certains, voilà. Donc tout ça, vous pouvez le rappeler dans le règlement intérieur. Vous pouvez, si vous n'avez pas de règlement intérieur, que vous êtes moins de 50 salariés, vous n'avez pas l'obligation d'avoir un règlement intérieur, c'est pas une obligation, mais voilà, ça fait partie des outils que vous pouvez utiliser avec une procédure à respecter. Alors pour certaines sanctions disciplinaires, vous pouvez écrire aux salariés directement, comme l'avertissement, par exemple, puisque c'est l'écriture directement, et puis d'autres fonctions disciplinaires comme la mise à pied, par exemple. On peut y avoir aussi des sanctions disciplinaires type mutation, mais mutation géographique, ça suppose d'être multisite, c'est-à-dire que ce soit violent, donc c'est pas forcément votre style, enfin, il peut y avoir la rétrogradation aussi disciplinaire, c'est-à-dire le changement de fonction, la diminution du niveau de responsabilité et du niveau de rémunération qui va avec. Ça peut faire partie des sanctions disciplinaires aussi. Et ces trois-là, donc, mise à pied, rétrogradation de mutation, aussi c'est l'équipe de la structure, une procédure spécifique qui consiste, comme pour les licenciements, à convoquer la personne à un entretien préalable, à la recevoir lors de l'entretien, à lui expliquer comme licenciement, à lui expliquer ce que sont les griefs, à recueillir ses observations et ensuite à lui notifier la fonction avec la possibilité de délai à respecter et la possibilité pour le salarié d'être accompagné dans le secteur du travail. Donc voilà, c'est la première, au-delà après des observations, je vais dire de tout ce qu'on peut faire oralement pour essayer de fournir la visibilité. Les sanctions disciplinaires, c'est un premier outil. Il faut bien se souvenir en matière de sanctions disciplinaires, c'est important, il y a une règle importante à connaître, qui est le fait qu'on ne peut pas sanctionner doublement. On appelle ça, lorsqu'on est étudiant en droit, la règle non bis in idem, c'est une citation latine, donc ne retenez pas, ça n'a pas d'intérêt. C'est juste qu'on ne peut pas sanctionner doublement les mêmes faits. Ce qui veut dire que si quelqu'un a été absent, par exemple, il est absent le lundi matin, donc vous lui envoyez un avertissement. Le dossier est clos, juridiquement clos. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas réutiliser cette absence du lundi matin pour faire ensuite une mise à pied, par exemple, et encore moins pour faire un licenciement. Sinon, vous allez sanctionner doublement. C'est-à-dire, si vous faites ça, si vous faites ça, c'est-à-dire que monsieur un tel est absent lundi matin, avertissement, et ensuite la semaine suivante, vous vous énervez, vraiment j'en peux plus,
parce que c'est la 8e fois qu'il est absent, je le licencie. Et bien votre licenciement ne tient pas. Il est par nature, vous le licenciez pour cette raison-là, hein, pour cette même absence. Votre licenciement ne tient pas. C'est-à-dire que votre avertissement, lui, sera justifié, mais si jamais vous avez un prud'homme derrière, le prud'homme va vous dire le licenciement est irrégulier, injustifié, parce qu'il a déjà été sanctionné par un avertissement. Donc ça, c'est vraiment important de réfléchir à ce que, parce qu'en général, ça vous énerve sur la chose. Il y a retard des absences, vous commencez par finissez par monter en pression et par des fois avoir envie de réagir, voire de surréagir. Donc ce que vous avez, il faut bien retenir que ce que vous avez déjà sanctionné, c'est clôturé, vous ne pouvez pas le réutiliser, enfin vous pouvez le réutiliser comme argument, mais pas comme motif. C'est-à-dire que si ça se reproduit, parce qu'en général ça se reproduit, quelqu'un qui est spécialiste des retards ou spécialiste des absences comme ça, qui n'ont pas une fois de temps en temps, parce que c'est pour l'école, parce que c'est pas mal, parce que c'est pas mal, je ne pourrais pas trop, mais parce que je ne sais pas quoi, et qui reproduit donc, ce type d'absence, vous ne pouvez sanctionner que ce que vous n'avez pas déjà sanctionné. Par contre, vous pouvez l'utiliser comme argument, c'est-à-dire que s'il y a eu des absences en mai, en juin, qui ont été sanctionnés et puis que vous décidez d'un licenciement en août, vous pouvez tout à fait dire, parce qu'il y a eu des absences en juillet et en août, vous pouvez tout à fait dire dans votre pièce de licenciement par exemple, que vous sanctionnez, vous licenciez la personne pour les absences injustifiées des mois de juillet et d'août, et que ça s'était déjà produit, et que ça avait déjà été, et que la personne avait déjà été avertie qu'elle risquait d'être licenciée. Vous pouvez l'utiliser comme argument, mais vous ne pouvez pas l'utiliser comme motif. Ça c'est important parce que vous risquez après de voir en justice des sanctions disciplinaires ou des licenciements annulés alors que voilà, vous étiez légitimement agacé de fait que ce produit. On considère quand vous avez sanctionné, c'est terminé de passer au chose. Ce qui ne vous empêche pas de sanctionner ultérieurement pour des faits qui se reproduiraient de nature identique, mais pas pour les mêmes. Et c'est clair dans nos expressions. Et pensez bien également, deuxième règle importante, celle de la prescription. Alors, en général, on n'a pas trop à l'appliquer, mais celle de la prescription, c'est que lorsqu'une faute en droit du travail est commise, vous devez commencer une procédure de sanction disciplinaire dans les 2 mois qui suivent. C'est-à-dire qu'au bout de 2 mois, vous ne pouvez plus sanctionner des faits qui sont commis il y a 2 mois. Donc, on est le 7 septembre, quelque chose. Voilà. Donc, vous ne pourriez pas sanctionner des faits qui auraient été commis par un salarié avant le 7 juillet. C'est trop tard. Une prescription qui a été introduite par les législateurs il y a longtemps dans le code du travail pour éviter qu'on revienne indéfiniment sur le passé. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une faute qui est commise, le code du travail considère que c'est à l'employeur de prendre ses responsabilités et de sanctionner relativement rapidement pour que on ne tarde pas à prendre une décision sur un comportement politique. Oui, c'est je comprends. Oui. Je peux faire des avertissements, comme si on a toutes les semaines. Oui, ils sont clos. Oui, par et après, donc, comment je fais pour faire le licenciement? J'argumente comment? Et bien, il faut attendre que la personne soit à nouveau absente ou à nouveau en retard. Et donc là, aujourd'hui, elle n'est pas là, donc je la licencie. Mais je n'utilise pas les avertissements d'avant. Alors, vous pouvez l'utiliser comme motif pour dire que la personne a déjà été voilà. Plutôt comme argumentation pour dire mais il faut qu'il y ait de nouvelles absences ou de nouveaux retards et que vous puissiez passer à l'étape de licenciement. Excusez-moi, c'est ce que vous devriez garder disponible. Alors, ça, il n'y a pas de réglementation là-dessus. Alors, contrairement à ce que. Alors, je le dis souvent, le fameux 3 avertissements pour passer au-delà, ça, c'est pas du droit, c'est le sketch de Coluche. C'est pas le droit du travail, c'est un sketch, je ne sais pas pourquoi, parce que ça a amusé, mais c'est dans les esprits quand même, je pense qu'il c'est dans les esprits quand même. Le fait qu'il faille 3 avertissements pour pouvoir passer au stade supérieur, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, sauf si vous l'avez prévu dans votre règlement intérieur, et ça, puisque c'est vous qui le faites dans le règlement intérieur, vous verrez ce que vous voulez dedans. Mais dans le code du travail, ça n'existe pas. C'est à l'employeur de choisir au cas par cas la façon dont il fonctionne. Est-ce qu'il considère que quand il a fait un ou 2 avertissements, c'est plus suffisant pour informer le salarié du problème, et donc il va passer à une étape supérieure, peut-être le blâme, ou la rétrogradation si c'est possible, j'en sais rien, ou la mise à pied, et puis quand il est suffisamment agacé au licenciement, sachant qu'il y a des comportements qui sont suffisamment graves pour qu'on aille au licenciement tout de suite, sans passer par la case sanction disciplinaire. Quelqu'un qui, je ne sais pas, s'énerve, frappe, harcèle, etc. Il n'y a pas besoin d'attendre que son dossier soit constitué de 1, 2, 3 ou 4 ou 10 avertissements.
pour le licencier directement, c'est un comportement suffisant. Donc, il n'y a pas de documentation là-dessus. C'est à vous, au cas par cas, de dire un tel, je considère que le comportement n'est pas admissible et je fonctionne avec telle sanction. Et puis, la fois suivante, je garde une sanction ou je passe avec la supérieure. Excusez-moi, pour le délai de prescription de 2 mois, il faut que l'entretien soit dans le délai de prescription ou c'est la convocation? C'est la convocation. C'est la convocation. Donc le délai de prescription, c'est à partir du moment où une faute a été commise, vous devez avoir commencé votre procédure. Donc si votre procédure de sanction disciplinaire, comme le licenciement d'ailleurs, c'est pareil, commence par une convocation en contrôle, c'est cette convocation qui doit être envoyée devant. Mais si vous êtes sur des sanctions disciplinaires directes, comme l'avertissement que vous pouvez envoyer directement par courrier, dans ce cas-là, c'est le courrier qui doit être envoyé dans les 2 mois. Et par rapport à ça, ce qui est important, c'est de conserver la preuve de tous ces éléments. Parce que s'il y a la saisine du Conseil des prud'hommes, pour nous, qui sommes à la barre d'équipe Léo, il faut absolument que nous justifions cela. C'est vraiment très très important parce que souvent, malheureusement, les dossiers, tout cela a été justifié, mais on n'a pas conservé les éléments de preuve. Et si la preuve n'est pas établie, eh bien, on connaît l'issue malheureusement du précédent employeur qui se voit sanctionner alors que la procédure est tout à fait justifiée. Donc la preuve est vraiment importante à conserver. Pour recommander vos arrêts, les exceptions, ça c'est à conserver dans vos dossiers. C'est important ce que je termine parce que quand on est exaspéré par une situation, on n'a plus le regard extérieur pour se dire qu'est-ce que je constitue comme dossier, c'est-à-dire qu'on va à la sanction, on va au licenciement, on n'en peut plus d'être comme ça. Donc on ne se pose pas la question de la constitution de son dossier et de la tête, parce que comme on est exaspéré, on est dans l'instant. Et donc voilà, et des fois on ne pense pas que en fait, la décision qu'on prend, elle va être lue ensuite de l'extérieur. Et toujours essayer d'arriver à se décentrer, c'est pas facile à faire, mais d'arriver à se décentrer en tant qu'employeur et de dire moi, les décisions, ce que j'ai pris, ça va être lu, enfin ça. Pas toujours, heureusement, les licenciements n'atterrissent pas, et les sanctions disciplinaires n'atterrissent pas dans le Conseil des prud'hommes, mais il faut quand même faire cette réflexion à chaque fois, c'est-à-dire que ce que j'écris va être lu, et va être lu par un juge, et un juge qui, lui, ne connaît pas ma situation. C'est-à-dire que si j'écris, vous avez encore eu un comportement inadéquat ce matin, de l'extérieur, ça ne veut rien dire, un comportement inadéquat, ça ne veut rien dire. Voilà, suite aux faits qui se sont produits hier à 12h53. Pour vous, c'est évident les faits de 12h53. Parce que le gars, il s'était énervé, il partait directement à la porte, il a frappé un petit peu de travail. C'est peut-être évident pour vous, c'est évident pour lui, c'est évident pour toute la communauté de travail. De l'extérieur, c'est pas suffisamment précis et pour justifier les sanctions. Donc, quand vous écrivez, effectivement, il faut que vous écriviez pas pour vous et pas pour le salarié, potentiellement pour un juge. Et il faut que vous ayez un dossier, parce que des fois, vous prenez des décisions sans vous assurer que vous pouvez démontrer ultérieurement la décision dans les faits qu'on Alors oui, moi c'était dans le cycle de licenciement par rapport à des absences prévitées. Alors je sais que quand on avait des abandons de poste, bon c'était simple, on faisait des licenciements pour faute grave. Là on n'avait pas de problématique à ce niveau, mais si c'est des absences prévitées où un salarié a déjà reçu 2 avertissements, une mise à pied. Alors nous, en général, on fait plutôt un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'on peut passer sur un licenciement pour faute grave? Moi, je pense que oui, si la personne a été... Alors, du coup, j'en viens au sujet suivant des licenciements. On a un peu les sanctions disciplinaires. Le licenciement, ça nécessite la première chose, c'est l'analyse préalable du dossier du salarié. Donc il y a plusieurs choses d'abord. Est-ce qu'il a un passé disciplinaire? Est-ce qu'il a un casier entre guillemets? Est-ce qu'il y a déjà eu des sanctions disciplinaires? Si on a eu 1, 2, 3, 4, 5 000, tout ça combien? Vous allez être plus prompt, j'allais dire, ça va être légitime. Vous allez plus prompt d'apprendre des décisions de licenciement. Et une décision de licenciement, peut-être votre grave, effectivement, si dans votre exemple, si la personne a été avertie 10 fois qu'elle a eu plusieurs absences injustifiées et qu'à chaque fois elle reçoit un avertissement, de mise à pied, que je pense que vous avez c'est logique que la banque passer à la solution de licenciement. Moi, je dis que c'est une licenciement pour plus grave quand la personne a
Ok, et on va pas nous reprocher si ça va au prud'homme qu'on n'ait pas fait une mise à pied conservatoire. D'accord. Ça les conseils, on a commencé, mais vous inquiétez pas, vous intervenez quand vous voulez, on discute. On a commencé sur la tranquillité, sur le disciplinaire. Non, les femmes peuvent faire reprocher ça, sauf dans un cas. Lorsque vous avez un salarié, si vous dites faites votre licenciement et que le salarié a de l'ancienneté, par exemple, la chef de parler de lui, un peu absent, on va vous dire quand même que vous avez une journée. C'est-à-dire quand même, vous êtes allé un peu fort, enfin vous êtes allé vite, soit vous êtes allé vite ou fort. C'est plutôt ça. C'est que dans la pratique de métier, s'il y a eu aucune sanction disciplinaire, vous auriez le droit sur le principe de la personnalisation, mais est-ce qu'il y allait en retard, s'il y allait absent une fois, est-ce que vous allez tout de suite à la solution de licenciement? C'est là que peut-être vous aurez le reproche. Ok. Du coup, je reviens sur ce que vous étiez en train de dire par rapport au nombre d'avertissements où finalement c'est pas écrit qu'il faut tant d'avertissements avant de prononcer un licenciement. Donc ça voudrait dire que on peut faire un avertissement suite à une absence à justifier et puis après peut-être une mise à pied disciplinaire et puis après ok. Parce que nous en fait on a une procédure qu'on veut quand même essayer de sécuriser au maximum et d'avoir quand même un tout aussi assez voilà. Donc nous en fait on a fait une procédure de sanction où on avait à peu près 3 avertissements avant, puis après la mise à pied, après le licenciement. C'est ça, ouais. En plus, avant, on faisait. Enfin, oui, il y a une mise en garde en plus. Donc, avant de. Oui, attention, on te rappeler des règles. Mais sauf que, vu qu'on a beaucoup d'absentéisme, on se rend compte que la procédure, quand même, elle est. Enfin, cette procédure qu'on a mise en place, qu'on a fixée nous-mêmes, elle est longue. Ce qui fait qu'il y a des comportements fautifs qui perdurent en fait avec les mêmes salariés parce qu'on a fixé cette procédure. Au final, là, on discute avec vous, on se rend compte qu'on peut l'alléger. Oui, mais quand vous dites que vous l'avez fixé, vous ne l'avez pas gravé dans le marbre. Non, c'est pas écrit dans la commande. C'est vous dans votre pratique. Oui. Donc cette pratique-là, vous pouvez la faire évoluer. Vous n'avez pas d'obligation de la faire, vous pouvez la faire évoluer, réfléchir différemment, soit c'est le même pour certains, peut-être. Garder une certaine souplesse pour d'autres, parce que par ailleurs, je ne sais pas, ils sont motivés, etc. C'est vraiment c'est d'habitude des retards, mais c'est bien qu'ils vont bien. Bon, c'est peut-être plus souple que ceux qui sont de nationalité, et qui ont des donc là, c'est vraiment une analyse préalable du dossier. Dans les alertes à faire, c'est les obstacles juridiques au licenciement, c'est les salariés qui sont représentants du personnel. Donc là, l'utilisation des autorisations préalables de l'inspecteur du travail, donc on ne peut pas y aller tout de suite. C'est les gens qui sont en accident du travail, en maladie professionnelle ou en maternité. C'est des protections contre le licenciement, ça ne veut pas dire que le licenciement n'est pas possible, c'est juste qu'il faut le justifier par une faute grave. Il faut qu'il soit quand même suffisamment lourd, sinon il y a une forme de protection par l'impacité. C'est ça qu'il faut, c'est ça. Et puis après, les obstacles plus normaux, j'allais dire, c'est si vous avez quelqu'un qui a beaucoup d'ancienneté et qui parle avec vous pour la première fois, c'est vrai que, peut-être si vous avez peut-être un plus fort, c'est que vous avez directement une licenciement. Mais ceux qui sont des coutumiers, par contre, des sanctions disciplinaires, qui sont arrivés depuis peu dans une entreprise, s'ils sont souvent en avance de poste, parfois vous ne réagissez pas et vous voyez tout de suite que vous avez le droit de réagir directement par votre sensibilité. Bon, du coup, j'ai une question. Si on est dans des cas, enfin, je pense que vous en parlez de carnaval, de période de tour des viols, donc on a beaucoup, enfin nous on a une population de jeunes qui s'absentent, et puis nous après on a des informations, des vidéos qui, où on les voit voilà, sur leurs réseaux sociaux, TikTok ouvert, enfin bon, ouais. J'ai passé une semaine pendant le tour des viols à répondre avec des filles que sur les Donc, quels sont vraiment les moyens d'action? Parce que après, moi, c'est des personnes qui, alors, soit ne justifient pas, donc là, on sanctionne, mais
j'ai des arrêts maladie. Qu'est-ce que je peux faire, sachant que bon, j'ai à peu près une preuve que cette personne n'est pas malade et était sur un bateau. J'ai fait un fait une réaction à la maladie, mais sur le cours des lieux, quand j'ai été tellement interrogée sur le sujet que je me suis demandé si finalement on n'était pas plus dans la prévention, on fallait faire la prévention de la réaction, comme c'est quasi institutionnalisé. Également, au niveau du carnaval, sans être une journée semaine carrière, c'est ça. Encore le carnaval, c'est beaucoup de sperme, souvent des fois qui sont rendus des autres. Je me suis demandé s'il fallait pas organiser, en fait, plutôt que de faire de la sanction, organiser les plannings en fonction, c'est-à-dire se mettre sur une table avec les salariés, pour dire voilà, qui est là tel jour, qui veut aller au cambriole, qui veut tel jour, qui veut tel jour, et puis de faire avec eux, en fait, les faire participer au planning, pour qu'ils soient co-responsables du planning et qu'ils se responsabilisent en disant voilà, on vous donne des jours, enfin on est d'accord pour que des jours de repos, je ne sais pas quoi, le lundi parce que vous voulez aller au lieu de lundi, le mardi parce que vous voulez aller le lundi, par contre vous êtes responsable et vous serez là de la conduite de vendredi quoi. Et puis vous en décidez ensemble et que ça soit un travail d'équipe. Je sais pas si ça marche, mais je me demande s'il ne faut pas en venir à mettre tout sur la table plutôt que d'être que dans la réaction. Parce que sinon, les réactions, c'est ce qu'on fait là, c'est-à-dire sanction disciplinaire, mais voilà. Licenciement, peut-être pour certains, lorsque les actions vraiment justifiées, pour les arrêts maladie, je ne sais pas si c'est une réflexion de danse, mais il n'y a pas plus de réaction, si vous voulez, c'est ce qu'on est en train de dire là, ça concerne un peu aussi les périodes spécifiques locales. De manière sanction disciplinaire, pour le contrat, c'est vraiment sélectif, et puis contestation des domaines. Alors, je reviens juste au licenciement. Donc, analyse préalable de dossier, pour ne pas faire de bêtises. La procédure, celle qu'on a décrite, convocation de contrat dans le préalable licenciement. Avec le, vous savez, j'en parle un peu rapidement, mais il y a un barème maintenant indemnitaire de conseil de pilote qui est destiné à éviter que les entreprises, les petites entreprises notamment, s'inquiètent trop des licenciements. C'est-à-dire que les dommages d'intérêt sont plafonnés, sont barèmisés. Donc, pour ce barème, il est public, hein, je vous fais passer, je le trouve sur le site, je pense. Ouais. Il est différent selon les entreprises en plus ou moins de 11 salariés, mais grosso modo, les dommages d'intérêt sont plafonnés, sont limités vers le bas et limités vers un minimum de dommages d'intérêt et un maximum. Et le juge ne peut pas dépasser. Donc ce barème, il s'impose au juge du conseil de prud'homme. Et lorsque les salariés ont peu d'ancienneté, ces barèmes sont peu élevés. On donne une idée, quelqu'un qui a dans une entreprise de moins de 11 salariés, une petite entreprise, donc, quelqu'un qui a moins d'années d'ancienneté, le barème, il n'y a pas de barème, il n'y a pas de minimum, le maximum de dommages d'intérêt que peut ordonner le juge si son licenciement est abusif, c'est un mois de salaire brut. Un mois de salaire brut, ce n'est pas des sommes astronomiques. Ça passe à 2 mois de salaire brut pour ceux qui ont un ancienneté. Donc c'est pas des sommes astronomiques. Donc, je pense qu'il se libérer, j'allais dire, de l'angoisse déjà quand on est employeur d'avoir un licencié en disant ah, si je vais prendre le conseil de prud'homme, je vais mettre ma boîte en péril. Bah non, je ne mets pas ma boîte en péril. Pour des salariés qui ont peu d'ancienneté, je ne mets pas ma boîte en péril. Et donc, et ça, bien entendu, ce ne sont pas des dommages d'intérêt qui sont automatiques. Hein, c'est pas une caisse enregistreuse, hein, conseil de prud'homme. Si vous défendez correctement, vous gagnez dans la moitié des cas, c'est-à-dire pour devant toutes les options, vous avez 50% de chance de gagner, 50% de chance de perdre. Et pour des salariés qui ont des retards complétés ou des absences injustifiées ou des abandons de poste, vous allez quand même, si votre dossier est bien constitué, des chances de gagner. Donc ces sommes-là sont même pas des sommes nulles pour vous avez remplacé le job et vous aurez peut-être 0 à payer. Mais si vous avez quelque chose à payer parce que votre dossier est moins bien constitué, parce qu'il y a un problème de procédure, parce que je ne sais pas quoi, c'est des sommes qui, pour des salariés qui ont peu d'ancienneté, sont pas énormes. Donc ça, ce barème, je le rappelle à chaque fois, pour qu'on ne soit pas, lorsqu'il y a une décision de licenciement à prendre, il ne faut pas s'empêcher de la prendre par crainte d'avoir un contentieux.
Parce qu'il vaut mieux se séparer de quelqu'un qui pose problème, voire qui est toxique dans une entreprise pour le climat et pour le reste de l'équipe, que garder un défilement par crainte, j'allais dire, d'avoir un contentieux. Avoir un contentieux dans le poste de pilote, lorsqu'on est employeur, ça arrive. Et ça n'arrive pas forcément. Si ça n'arrive pas, c'est que vraiment vous avez une chance folle et que vous êtes passé en politique. Parce que vraiment, c'est une partie des vies normales, de dire le chef d'entreprise, d'avoir un rôle pour les contrats de travail. Et c'est pas pour ça qu'on veut devenir chef d'entreprise, mais ça fait partie du métier. Et puis, ça fait partie aussi des aides au monde, de voir l'accessibilité, voir un conseil de prud'homme sur ce que prend on a pu faire ici.